Salut! J'ai pensé à deux, trois petites choses que je voulais partager. Un jour, j'ai ressenti beaucoup d'angoisse. Et comme je savais pas quoi faire, je suis allée voir une psychologue. Est-ce qu'elle pourra m'aider? Comment elle le pourrait de toute façon? En me parlant? Je trouvais ça ridicule. Mais on a parlé. De mon passé, de mes difficultés, de mes émotions. J'avais mis tout ça de côté. Ça fait du bien de l'évoquer. À la fin de la séance, un mot a été prononcé. Un mot. Un seul mot qui, de suite, m'a soulagée. J'ai pu me dire, d'autres personnes sont comme moi. Je suis pas si bizarre au fond. En fait, ça s'est un peu passé comme dans une scène de la saison 2 de Sex Education. Bien sûr, on parlait pas de la même chose, mais je trouve que le processus est similaire. Ce personnage explique son problème, la thérapeute lui propose un mot, le personnage l'accepte et ressent du soulagement. Je ne veux pas avoir de relations sexuelles du tout. Jamais, avec personne. Je crois que je dois pas être normale. Je vois. Et si tu commençais par me dire ce que tu ressens quand tu t'imagines avoir des relations sexuelles? En fait, je ne ressens rien, je crois. Ça ne me parle pas du tout. C'est comme si j'étais attablée devant un gigantesque buffet débordant de bonnes choses à manger, sauf que je n'ai pas faim. Tu sais ce que c'est qu'une personne asexuelle? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne ressent aucune attirance sexuelle ou physique pour qui que ce soit. En fait, le sexe n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Ce n'est pas le sexe qui définit qui nous sommes. Et donc, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas normale. Après avoir intégré ce soulagement, je me suis demandé, mais pourquoi je me sens mieux depuis qu'on m'a collé cette étiquette? D'abord, je pensais que ce soulagement était lié au fait d'avoir intégré un groupe, donc un groupe qui est socialement reconnu et qui donne naissance à mes petites bizarreries, comme je les appelle. Mais j'étais pas convaincue. Et quand j'ai vu la définition de Dominique Oberlé, je l'étais encore moins. Il définit le groupe comme un ensemble constitué de membres qui ont des choses en commun, donc désirs, objectifs, savoir-faire, etc. Et surtout qui ont un système de normes et de valeurs similaires. Et après, il ajoute qu'un groupe se crée grâce à l'interdépendance de ses membres et à la communication qu'il y a entre eux. Par exemple, et c'est une évidence, les Avengers sont un groupe. Ils veulent protéger l'humanité, c'est leur objectif commun. Pour cela, ils combattent avec un costume et une identité de super-héros, ce qui est un système de normes communes. Et ils communiquent pour coordonner leurs plans. Et enfin, ils sont interdépendants parce qu'ils ont besoin des compétences de chacun pour arriver à leur fin, pour arriver à protéger l'humanité. On retrouve aussi ce schéma du groupe dans Scooby-Doo, où l'objectif du groupe d'amis est de résoudre des mystères, ou encore dans Kuroko's Basket, désolée pour la prononciation, où les personnages désirent gagner la Winter Cup et pour ça chacun a son rôle. Par contre, dans le témoignage que je vous présente, on ne peut pas vraiment dire que j'avais intégré un groupe, parce que on avait une caractéristique commune au regard de la société, mais on ne communiquait pas ensemble. Je n'ai aucun lien avec eux, et la seule chose qui m'unit à eux, c'est cette caractéristique et la possibilité de me dire « je ne suis pas la seule à être comme ça ». Comme l'explication du groupe ne me convenait pas, j'ai continué à chercher, et je suis tombée sur une phrase de Dominique Oberlé, encore, qui explique que l'intégration dans des groupes et l'appartenance catégorielle participent de la définition de soi qu'élabore l'individu, et que cela peut mener à un changement d'optique. En fait, ce mot, en m'inscrivant dans une catégorie sociale, m'a permis de changer de point de vue sur la manière dont les autres me décrivaient. D'abord, je pensais qu'ils avaient raison de dire que j'étais bizarre, que je posais des questions bêtes et de me mettre à l'écart. En grandissant, je me suis dit qu'ils se trompaient sur mon compte, que j'étais pas tout à fait bizarre mais un peu. En fait, que j'étais comme eux, plus ou moins. À cette époque, j'essayais de ressembler aux autres par tous les moyens. Maintenant, après que la psy m'ait assigné ce mot,
je ne me sens plus bizarre, mais différente. J'essaie plus autant de plaire aux autres. Je préfère essayer d'être moi-même. Tout cela parce qu'on a nommé ma particularité, qui renvoyait à un groupe social dans lequel je me suis reconnue et auquel je me suis sentie appartenir. J'ai donc suivi cette piste jusqu'au sentiment d'appartenance. Ce sentiment évoque le besoin de tout être humain d'être accepté et reconnu par les autres. C'est un besoin dominant de notre espèce. Si vous avez un doute, Nicolas Sarrazin vous propose de répondre à 3 questions. Pour qui suis-je important ? Qui est important pour moi ? À ces 2 questions, vous nommerez probablement les personnes qui vous aiment et celles que vous aimez. Mais imaginez, si vous ne pouviez nommer personne qui vous aime, quelle émotion ressentiriez-vous ? Pour définir un peu mieux ce qu'est le sentiment d'appartenance, je suis allée voir la définition qu'en donne l'Internaute. Ils disent que c'est l'impression de faire partie d'une communauté, ethnique, religieuse, musicale ou de toute autre nature. Dans sa thèse, Askar Joumageldinov, désolé pour la prononciation, précise ce concept en reprenant les propos d'un sociologue, Guy Rocher, qui explique que ce sentiment est issu du fait de partager assez d'idées ou de traits communs pour se reconnaître dans le « nous », dans le groupe. Donc, si on suit ce raisonnement, comme nos caractéristiques, nos idées et nos points d'intérêt évoluent au cours de notre vie, les groupes auxquels on se sent appartenir peuvent également changer au cours de notre vie. Donc notre sentiment d'appartenance peut changer d'allégeance. Toujours selon Askar Joumageldinov, le sentiment d'appartenance nécessite d'être accepté et reconnu par les autres. Cela m'amène à penser qu'il y a une dimension évaluative. Je me reconnais en eux, ils me reconnaissent comme une personne similaire à eux, et pour ça, on sait évaluer. Nicolas Sarrazin explique effectivement que nous prêtons beaucoup d'importance à la manière dont les autres nous évaluent, même si cette importance varie en fonction de ce que représente pour nous ce groupe de personnes ou cette personne, si on l'apprécie, etc. Mais ce qu'on ne pense pas toujours à préciser, c'est qu'il y a 2 types d'évaluations qui sont portées sur nous-mêmes. Le regard que les autres portent sur nous, ou celui que nous croyons qu'ils portent sur nous, et le regard que nous portons sur nous-mêmes. Ces 2 évaluations sont interdépendantes l'une de l'autre. Le regard que nous portons sur nous-mêmes dépend de nos relations avec les autres et du jugement qu'ils portent sur nous, parce que c'est à travers lui que nous forgeons notre estime de soi, la confiance en nos capacités, etc. Et le regard des autres, ou plus précisément la manière dont nous le percevons, est influencé par le regard que nous portons sur nous-mêmes. Par exemple, si un groupe éclate de rire quand je passe, objectivement, je sais pas pourquoi ils rigolent. Ça pourrait être une blague ou autre. Mais je peux penser que ces personnes se moquent de moi parce que je suis mal habillée, moche ou que sais-je. Ce processus peut donc rapidement tourner au cercle vicieux. Comme le dit Nicolas Sarrazin, si l'influence des autres sur notre identité est nécessaire, nous ne devons pas en devenir esclaves. Il ne faudrait pas que ça amène une chute de notre estime de soi. J'ai une petite histoire à raconter pour illustrer ce jeu de regard. Quand j'étais au primaire, quelques-uns de mes camarades me disaient toujours que j'étais nulle, bête, pas intéressante. Au fur et à mesure, j'ai commencé à utiliser ces mots pour me décrire, pour m'évaluer moi-même. Des années plus tard, alors que j'allais à la boulangerie pour acheter un gâteau, j'ai croisé une personne qui s'est mise à rire sur mon chemin. J'ai alors pensé, même elle qui me connaît pas, elle rit parce que je suis nulle. Elle rit de moi. Mais bon, je pensais très fort à mon objectif, le gâteau, et je suis passée au lieu de faire demi-tour. Et justement, en passant à côté de cette personne, je me suis rendu compte qu'elle avait une oreillette et qu'elle était au téléphone. Elle riait avec quelqu'un au téléphone. Cet événement m'a amené à beaucoup réfléchir et m'a permis d'identifier un lien entre l'évaluation que je faisais de moi-même, qui était liée à l'évaluation péjorative de mes camarades de classe, et ce que je supposais faire rire les gens à mon passage, donc qui se moquaient de moi. J'ai alors remis en cause cette évaluation péjorative et ce processus a été clairement accéléré à l'arrivée du sentiment d'appartenance dans lequel la psy m'a proposé de m'inscrire. Pour résumer, je reprends les propos de Nicolas Sarrazin. Le sentiment d'appartenance fournit des informations particulièrement utiles pour construire notre identité. La reconnaissance,
Comme dit tout à l'heure, il y a aussi l'évaluation de soi par soi et par les autres, ainsi que le sentiment d'inclusion, qui donne l'impression d'être entouré par des personnes qui vous aiment et qui sont là lorsque vous en avez besoin. Cependant, il ne s'agit pas de faire reposer tout notre bien-être sur ce fameux sentiment d'appartenance et les autres. En effet, notre bien-être ne s'épanouit qu'à travers une meilleure compréhension de toutes nos particularités. Notre bon vieux Victor Hugo serait d'accord avec ça, puisqu'il nous signalait dès la fin du XIXe siècle qu'il y a quelque chose de plus grand pourtant que d'appartenir au monde, c'est de s'appartenir à soi-même. Pour conclure, je pense que mon soulagement, quand ce mot est arrivé, est également lié au fait qu'il signifie que mes bizarreries sont reconnues socialement maintenant. Ça m'a permis d'accepter cette partie de moi qui me rendait vulnérable aux moqueries des autres parce que je ne l'acceptais pas. En plus, pour éviter de souffrir de cette vulnérabilité, de souffrir de cette part de moi que je n'acceptais pas, j'évitais les relations sociales. Autrement dit, en acceptant cette part de moi et cette vulnérabilité, grâce à ce mot, j'ai abordé les relations sociales de manière plus sereine et ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Brené Brown, dont je crois j'écorche le nom, a justement une théorie intéressante à propos des relations aux autres et de la vulnérabilité. Elle distingue deux types de personnes, celles qui croient en elles et celles qui doutent perpétuellement de leur valeur. Pour elle, les personnes qui croient en elles ont 4 caractéristiques en commun. D'abord, elles auraient un certain sens du courage, qu'elle définit comme se raconter tel que nous sommes de tout notre cœur. Autrement dit, ils ont le courage d'être imparfaits et de l'assumer. Ils auraient également la compassion nécessaire pour être indulgents avec les autres et surtout avec eux-mêmes. Elle explique aussi qu'ils sont authentiques, c'est-à-dire qu'ils sont disposés à abandonner l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes pour être ce qu'ils sont. Brené Brown pense que c'est essentiel pour être en relation avec les autres. Enfin, le dernier point, ils accepteraient complètement leur vulnérabilité. Ils ne prétendent pas qu'elle est confortable ou atroce, mais ils estiment qu'elle est nécessaire. Qu'il est nécessaire de pouvoir se lancer dans un projet ou une relation à fond, sans garantie de succès ou de réussite. En effet, Brené Brown estime que la vulnérabilité est au cœur de la honte et de la peur et de notre problème d'estime de soi. Mais il semble que ce soit aussi la source de la joie, de la créativité, du sentiment d'appartenance, de l'amour. Ces 4 caractéristiques amènent les personnes qui ont confiance en elles à avoir un fort sentiment d'appartenance et à se sentir entourées, aimées. Pour conclure son propos, Brené Brown nous encourage à nous accepter tel que l'on est vraiment et à se montrer vulnérable. D'aimer de tout notre cœur même s'il n'y a aucune certitude, pour reprendre ses mots. Et dans les moments où on doute beaucoup, où on se demande « est-ce que je suis capable ? Je suis trop nulle pour faire ça, non ?» Elle nous conseille de se dire « je suis reconnaissant parce que me sentir si vulnérable signifie que je suis vivant. » Et, le plus important, c'est de croire que nous sommes bien comme nous sommes.